Sa première nuit de liberté, mon père à Paris l'a passé, endormi sur une poubelle. À Belleville dans la rue Louis Bonnet, peut-être bien qu'il pensait encore à son Staetel. Ses seuls parents, sa seule famille, un cartable au cuir meurtri, des photos couleur sépia, quelques pièces d'or remises en confiance par un vague ami d'enfance, resté dans un camp quelque part. Tate, oi tatele, il me manque ton accent. Tate, oi tatele, que ton sommeil soit moins pesant. Armé d'une petite aiguille, de quelques mètres de fil, tailleur de son métier, il reprit son travail, et la vie vaille que vaille, à force de volonté. Présentés à Madeleine, ils ont parlé de leur peine, de leur joie dans un atelier. Leur seul langage, un bel espoir, entre un bonjour, un au revoir, ils ont fondé leur foyer. Tate, hoi tatele, il me manque ton accent. Les chroniques du Shtetl sur Seine, Tate, pour Yiddish pour tous, hoi tatele, par Jean-Claude que Lonca. ton sommeil soit moins pesant. Chronique du 23 mai 2016. La montre Cano. Bonjour à toutes et à tous, y compris celles et ceux qui tournent leur petite cuillère dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Je n'ai jamais lu un texte qui affirme scientifiquement, avec preuves et tests à l'appui, que l'on soit obligé de touiller dans un récipient dans le sens des aiguilles d'une montre. Depuis ma retraite, je porte rarement une montre au poignet qui est, lorsque j'en mets une, fixée sur celui de droite. Je le fais pour une occasion, genre mariage et autres amusements. La montre à droite ? S'interloque Holmes. Comment fais-tu pour tourner la molette de réglage ? Et élémentaire, mon cher Watson. Je la remonte avant de fixer la montre au poignet, pardi. Ça sert à quoi de le faire après ? Je possède la montre de mes 13 ans achetée sur le boulevard Sébastopol par mon père, au niveau de l'entrée du square Camille Chautemps, à un marchand ambulant, forcément à la sauvette, un vieil Africain du Nord, comme on disait dans les années 60, et je mesure mon ignorance d'alors, et que peut-être cet homme avait fait 14-18, et qu'il fallait qu'il gagne sa croûte comme d'autres vendaient des cacahuètes ou des carpettes et tapis sur le même boulevard. Elle fonctionne parfaitement, cette montre sans valeur, autre que sentimentale, et jamais apportée chez un horloger. Il y a la Lippe de mes 15 ans, un bijou de chez Bijoux, acheté dans la boutique Koh-i-Nord, boulevard Saint-Martin, juste au passage Mellet. Elle a été 3 fois à la révision. Je la porte pour aller à Bagneux. Il y a la montre Gousset en or de mon grand-père maternel avec sa chaîne. Une Rolls-Royce de grande valeur qui carillonne, si on le désire, tous les quarts d'heure, demi-heure et heure. La chaîne est la moitié d'un sautoir porté par ma grand-mère qui avait dit « Quand Hitler s'en aura son toit, j'y partagerai le sautoir en deux, à moitié pour Semele, Simone, sœur aînée de ma maman, et à moitié pour Mindele, Madeleine, ma maman. » Ainsi fut fait, mais ma mère avait refusé le cadeau. Alors le grand-père avait été chez le bijoutier du Pletzel et avait faire fou, disait mon père en rigolant, une chaîne pour sa montre Gousset. Je l'ai portée pour le mariage de mon fils, et depuis elle dort dans une boîte. Une montre appartenant à mon père, montre superbe au nom renommé qui m'échappe, en état de marche, achetée et réparée chez Magenta Suisse, la boutique de la famille S de Kalouchine, qui tenait la bijouterie boulevard Magenta, tout près de Barbès. Je l'ai donnée avec son étui d'origine à Guillaume, mon second neveu. Il est instit. Un instit sans montre, ce n'est pas un instit. Il la porte avec bonheur et fierté. Avant que je n'hérite de la montre Gousset de mon grand-père, Martine m'en avait offert une gravée avec ma date de naissance. Nous n'étions alors ni mariés et même pas fiancés. Je la porte quand je sors en jean,
car il y a une petite poche dans la grande poche sur le côté droit, exprès pour ça. C'est la poche gousset. Autrefois, je portais un gilet en jean pour accrocher la chaîne quand je bossais chez Frenkel. Le gilet ne me va plus et il est suspendu dans un placard. C'est un collector, comme les boucles de ceinture de la marque Levi's que je garde pour mes petits-fils. Elle est pendue sur le montant d'une étagère de mon bureau et je lui tourne le dos. Elle est accrochée en compagnie d'une de celles de feu mon beau-frère. Il s'agit d'une montre d'origine allemande de la marque Cano. C'est la toquante qu'avait mon père à sa venue en France. Si je tournicote le remontoir, la trotteuse avance quelques secondes, puis s'arrête. Elle ne fonctionne plus depuis le décès de mon père en juin 87. Cette Cano est une montre militaire allemande. Le cadran est tout noir, les aiguilles et les chiffres sont blancs. Cano était une horlogerie spécialisée pour fournir l'armée allemande. Il n'y a pas grand-chose sur le net concernant cette marque disparue, mais dont certains sites de vente en proposent à des prix élevés, dont celle identique à celle de mon père. Il est précisé que Cano fabriquait des montres militaires de grande qualité, pratiques, costaudes, résistantes au choc, et qu'elles ne craignaient pas l'eau. Enfin, je suppose dans la douche ou en barbotant un peu, pas en cherchant à égaler le commandant Cousteau, coursant Jojo le mérou brun dans les eaux tropicales. La montre Cano de mon père est un mystère qui ne sera jamais élucidé concernant sa provenance et les conditions de son acquisition. Il semblerait que la Chine ait récupéré le nom de la marque, ou alors c'est une appellation de chez eux, je ne sais pas. Lorsque j'ai discuté avec feu Schulim Rosenberg sur les conditions de vie au goulag, ou bien lorsqu'avec mon père ils étaient cachés à Krasnodar, j'ai demandé comment ça fonctionnait sur le plan financier. C'est très simple. Au goulag, l'argent n'existait pas en théorie, sauf chez les gardiens. Tu rendais un service et on te payait soit par un autre service, soit par du troc, et en dernier recours, par de l'argent obtenu auprès d'un gardien en échange d'un service rendu. Celui qui avait des compétences dans un domaine recherché avait plus de chances de s'en sortir. Dans le goulag de la République de Komi, quand tu fais de l'abattage d'arbres dans des conditions climatiques particulièrement difficiles, t'as intérêt à être en bonne condition physique. Schulim m'a dit que la majeure partie de ses camarades étaient physiquement en bonne forme par la pratique non seulement intellectuelle, les bundistes simples ouvriers avaient faim de savoir et d'apprendre, mais ils étaient aussi pour un grand nombre adhérents du Morgenstern et autres clubs sportifs dans leur shtetl. Donc, au goulag, tu troquais de tout, et même le fait de recoudre un simple bouton permettait d'obtenir quelque chose en échange. Alors, la montre vient-il du goulag d'Oustvim, patelin situé à 60 km de Syktyvkar, la capitale de la République de Komi, où mon père était bûcheron? Ensuite, ayant fait montre, oui, je sais, je fais toujours des jeux de mots, même pitoyables. Ayant fait montre de ses talents en tant que tailleur, le paternel avait été envoyé à Vodny Promysl, dans le district de Urta de la République des Komi. Là était une usine de radium, mais il bossait dans un petit atelier de confection et de réparation de vêtements. Il y avait aussi quelques prisonniers allemands qui bossaient dans l'usine, mais ils ne restaient pas longtemps. Après l'accord Sikorsky-Maïski en 1943, mon père est arrivé à Krasnodar. Puis, Schulim et son frère Menachem sont arrivés ainsi que d'autres amis. Ils ont bossé dans un atelier qui faisait aussi des uniformes pour l'armée soviétique. Mais là aussi, le travail au Schwarz fonctionnait. Là encore, le troc était la monnaie d'usage. Ensuite, après mai 1945, lors de son itinéraire pour revenir à Kalouchine en janvier 1946, aurait-il pu avoir cette montre? J'ignorais qu'elle fût allemande, et pour les militaires de surcroît. Je me suis rendu compte de ça quand j'ai commencé mes recherches fin 2008. J'avais pris la montre, sous-pesée, elle est lourde. Va essayer de faire du spiritisme avec un cadran qui en a vu des vertes et des pas mûres. Parle-moi, raconte-moi. Mais elle était désespérément muette, et mon père aurait forcément rajouté « Muette, comme dit Platz ».
sitz allein im Zimmer, einsam und in Kält, draußen Sturmen Winden, der Herbst beherrscht die Welt. Ich hör sich zieht zum Sturm, ich schreck sich wie ein Kind, ich kicke ruhig zum Himmel, die Nacht ist schwarz und blind. In der Segelschlucht, 1, 2, 3, als ist schon verfahren, als ist schon vorbei. In der Segelschlucht, 1, 2, 3, als ist schon verfahren, als ist schon vorbei. Neppes wüsst der Mann sich, es ist durch sich herrscht Gewinn. Es sitzt mit mir im Zimmer, mein Mädel voll mit Chein. Ihr glätt ihr Brunnen zärtlich, ich kisch die Augen bläu und trink in sich ihr Atem, so wie Morgenpoi. In der Segelschlucht, 1, 2, 3, als ist schon verfahren, als ist schon vorbei. In der Segelschlucht, 1, 2, 3, als ist schon verfahren, als ist schon vorbei. Nicht du schon mehr, mein Mädel, sie hat am Mann a Kind. Und ihr sitzt mir einsam und her sich zieht's im Wind. Nicht du schon mehr, mein Maler, nicht du kein Hoffnung mein, in größten Blusen Winden, und hier sitzt du allein. In der Segelschlucht, 1, 2, 3, als ist schon verfahren, als ist schon vorbei. In der Segelschlucht, 1, 2, 3, als ist schon verfahren, als ist schon vorbei. C'était Ben-Sion Wittler qui interprétait Der Zeiger, la montre. Je peux échafauder encore un tas de scénarios sur cette merveille technologique. Après tout, si à moi on a offert une montre Gousset pour faire plaisir et aussi par amour, papa, aurais-tu rencontré une jolie Gretchen, veuve ou fille de militaire, qui aurait voulu se faire pardonner par un juif qui lui aurait donné un peu de tendresse et de chaleur? Comme je sais que tu bossais comme un chef, as-tu échangé un grand travail de couture contre cette montre? Tout se vendait et tout se troquait en Autriche, en Allemagne et évidemment à Ulm et dans le camp de personnes déplacées, bien que cela soit strictement interdit. En te promenant dans la campagne austro-germanique, en passant par un village, un bourg, elle se trouvait sur la route, perdue par un militaire paumé et apeuré, là, entre quelques cailloux. En dormant dans une grange, là dans le foin qui te servait de lit, alors que tu remuais la paille pour être correctement allongé, ta main a touché un objet froid, métallique, cette montre. Un pari avec un copain qui aurait perdu. Non, ce n'était pas ta façon de faire. Montre, montre-moi ce que je ne vois pas. Dis-moi ce que je ne sais pas. Combien de fois je l'ai tenue dans mes mains. Je tourne la molette, j'entends quelques tic-tac et elle s'arrête.
Le ressort ne paraît pas cassé puisqu'elle mesure encore la fuite du temps sur quelques secondes. Je l'ai caressé un grand nombre de fois en revoyant mon père regarder le temps qui passe sur le cadran. Je vois mon père faire le geste de remonter la montre, surtout le soir. Il la porte à son oreille. Il me disait quand j'étais gamin qu'il écoutait le battement du mécanisme qui était à l'identique que celui du pouls. Mon père savait prendre son pouls ou celui de quelqu'un d'autre. Il savait calculer le nombre de battements. Il pouvait le faire en posant les doigts sur l'intérieur du poignet ou bien sur le cou. Il m'a expliqué comment pratiquer ça, mais je n'ai jamais été capable de faire comme lui. Je ne sens rien, même sur moi. Il prend son pouls et regarde sa montre. Il le fait juste à la base du pouce de sa main gauche. C'est bien commode, puisque ça permet de regarder le cadran de la montre en même temps. Il m'avait dit que l'on pouvait aussi le faire au niveau du cou à la carotide. Il avait joint le geste à la parole. Puis, il m'avait dit que cela se faisait aussi, mais plus rarement, au niveau de l'aine à la fémorale. Ça me rendait dingue de savoir qu'il avait ce genre de connaissances. Non, en fait, j'étais sidéré, et même mieux, stupéfait devant ces connaissances. Je ne suis pas fichu de compter les battements pendant les 15 secondes exigées et en même temps suivre la trotteuse. Après, il faut se rappeler du chiffre et on le multiplie par 4. Mais ce n'est pas tout. Comme la fréquence du pouls varie en fonction de l'âge, de l'état, genre sportif ou sédentaire, avant ou après un effort, calculer demande de se rappeler la fréquence théorique du sujet sur qui on tâte le pouls. Papa, rien que de me souvenir de ça, ça m'énerve. La trotteuse émet parfois un petit clic équivalent au battement du cœur au niveau des artères. La répétition du clic régulier ou non doit donner des renseignements sur l'état de santé. Je sais qu'il effectuait aussi ce geste depuis toujours, et il faisait attention à lui, surtout après ses 3 infarctus venus à quelques années d'intervalle. C'est le 4e qui l'a emporté. Comme je l'ai battu en ayant mes 3 infarctus dans la même journée, je me dis que le 4e pourra arriver un de ces 4, mais en attendant, je n'y pense pas. Enfin, parfois, mais rarement. Le bracelet de couleur noire est pratiquement neuf, certainement acheté à Magenta Suisse. Il allait à pied de la rue de l'Ancry à Magenta Suisse chez son pote Max S. et son épouse Luba. S, ce n'est pas leur nom. Max a été obligé de le changer. Il était recherché en Pologne par la police bien avant la guerre. Mon père m'a donné 2 versions pour m'expliquer pourquoi Max avait décidé de prendre le nom de S, qui n'est pas un nom de famille exclusivement juif. Il y avait à Varsovie des antisémites qui circulaient en bande pour casser du yid. L'un d'eux s'appelait S. Max l'aurait empêché de nuire, 12 euphémismes pour dire qu'il lui avait permis de s'endormir à vie. Façon de parler. Alors Max a quitté la Pologne et a fait un trajet en passant par de nombreux pays, dont la Tchécoslovaquie, et le S, exactement le même nom, était un mouvement gymnastique nationaliste tchèque qui n'appréciait pas les juifs, et Max était un sportif. Max pratiquait fort bien l'humour froid et à froid. Quelle est la bonne raison pour qu'il ait choisi ce nom ? Va savoir. Je n'en sais pas plus, et bien que je sois un vieux copain du fils de Max, Max n'avait jamais raconté à son fils, et celui-ci ne sait strictement rien de Kalouchine et de la vie du shtetl de nos parents. Il ne sait rien du long voyage de ses parents, ça ne l'intéresse pas. La dernière montre que j'ai achetée après mon opération en août 2008, c'est une montre cardio, avec une ceinture à humidifier et à poser sur le corps au niveau de la poitrine. Elle est dans un tiroir. Je ne porte plus de montre journellement. Le portable dans la poche suffit et je ne cherche pas à mesurer le temps qu'il me reste. De toute façon, il ne m'en restera pas assez pour accomplir tout ce que j'ai envie de faire. Elle est dans mon dos. Quand j'allume le lecteur de CD sur une étagère plus bas, je la regarde. Je donne un petit coup avec le doigt sur le cadran. La trotteuse part, puis elle s'arrête. Papa me disait, mon fils, ces balles, ces feux d'artifice, et tous ces spectateurs,
c'est pour louer ta venue et le chemin que j'ai parcouru. Papa, t'étais un beau conteur. Tate, oi, tatele, il me manque ton accent. Tate, oi, tatele, que ton sommeil soit moins pesant. Quand maman s'en est allée, après 20 ans à tes côtés, ce fut comme un coup de poignard. Tu n'osais pas me rapporter toutes tes frayeurs passées, tu faisais des cauchemars. Entre tes nuits et le brouillard, je venais te réveiller afin d'apaiser ta fièvre. Après une tasse de thé, tu venais pour m'embrasser, je voulais te donner mes rêves. Tate, oi, tatele, il me manque ton accent. Tate, oi, tatele, que ton sommeil soit moins pesant. Vous venez d'entendre une émission originale de Radio Yiddish pour tous. Seule radio au monde à diffuser la culture yiddish 24 heures sur 24, Radio Yiddish pour tous fonctionne grâce au seul soutien financier des membres et donateurs de Yiddish pour tous. Vous pouvez vous aussi apporter votre contribution à la diffusion de notre culture. Pour cela, rendez-vous sur notre site www.yiddishpourtous.org www.yiddishpourtous en un seul mot, .org